Bonjour, Monsieur de Villepin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et on va d'abord parler avec vous, si vous le voulez bien, du sort de ces deux Français, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont détenus en Iran depuis 3 ans et qui, on le sait, ont été hier inculpés en quelque sorte d'espionnage pour le compte du Mossad, les services secrets israéliens, ce qui veut dire qu'en théorie, ils risquent la peine de mort. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour obtenir leur libération? D'abord, permettez-moi d'exprimer mon émotion devant leur situation, parce qu'il y a l'inculpation, il y a la durée de la détention, il y a aussi les conditions très inhumaines de détention, une demi-heure de sortie de promenade par semaine, et quasiment pas de contact avec l'extérieur, une visite consulaire qui a été arrachée, et donc pas de respect de la protection consulaire. Et maintenant, donc, un risque de peine de mort pour eux. Un risque de peine de mort. Donc vous imaginez, depuis 3 ans, l'état psychologique auquel sont soumis nos deux compatriotes. La mobilisation de la diplomatie française est forte. Le président de la République s'est exprimé pour dire qu'il utilisera tous les moyens pour mesures de rétorsion éventuelles, dit Emmanuel mesures Macron. de rétorsion. Nous savons qu'il y a une procédure qui est engagée du fait de l'accord de 2015 qui a été signé, la possibilité pour n'importe quel des États signataires, donc des 5 membres du Conseil de sécurité et de l'Allemagne, de mettre en œuvre ce qu'on appelle la procédure snapback, c'est-à-dire le rétablissement des sanctions totales vis-à-vis de l'Iran. Mais au-delà de cela, il y a la possibilité aujourd'hui de mobiliser encore davantage notre diplomatie. Et c'est sans doute une des raisons du coup de téléphone du président de la République à Vladimir Poutine. Nous connaissons les relations entre la Russie et l'Iran de très grande proximité, mais il y a d'autres États. La Chine, qui a un partenariat développé avec l'Iran, et de nombreux États du Golfe. Il y a une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine. C'est la négociation qui peut faire obtenir quelque chose. Qu'est-ce que cette affaire dit de l'état, finalement, du régime iranien que l'on disait exsangue, affaibli après les frappes et l'arrêt de cette guerre éclair, notamment par le truchement des États-Unis? Finalement, le régime garde son pouvoir de nuisance. Malheureusement, nous le savons, dans ce type de situation, le risque, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une répression intérieure accrue. Le régime se renforce à l'intérieur dans une chasse aux sorcières. On le voit pour tous ceux qui sont susceptibles d'être accusés de collaboration avec Israël, tous ceux qui ne sont pas dans la ligne de ce régime théocratique. Ce qui veut dire, pardon, excusez-moi de vous couper, que cette inculpation pourrait être une conséquence indirecte de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Le contexte international est évidemment lié à ces inculpations. Il y a la volonté d'agir en circonstance, c'est-à-dire en prenant en compte les attaques qui ont frappé Téhéran. Donc je crois que oui, il y a là une démarche très opportuniste de la part de l'État iranien, et c'est pour cela que, à la fois par les procédures les plus ouvertes, les procédures diplomatiques, en même temps par nos services de renseignement, par tous les leviers que l'on peut avoir et dont on ne parle pas sur les plateaux de télévision, naturellement, eh bien, il faut une mobilisation extrême, parce que je crois que l'état psychologique, la situation physique de nos compatriotes est d'une extrême gravité. Autre zone de conflit, Monsieur de Villepin, l'Ukraine, bien sûr. Donald Trump, on en parlait dans le journal de 7h30, puisque vous évoquiez Emmanuel Macron, mais lui aussi a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine, et ce dernier se montre tout à fait inflexible. S'il n'obtient pas l'annexion de plusieurs provinces ukrainiennes, en plus de la Crimée, eh bien, aucun espoir de trêve, a-t-il dit en substance. Donc même Donald Trump, qui pensait régler le conflit en 24 heures, n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut continuer à parler à Vladimir Poutine, pardon. Nous voilà revenus à la situation de départ, c'est-à-dire la Russie réclamant que les causes profondes de ce conflit soient examinées et traitées. Et donc la diplomatie n'a pas permis, contrairement à ce qu'affirmait Donald Trump, de faire avancer les choses par les moyens utilisés par Donald Trump. Et c'est en cela que la décision qu'il a prise de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine sont d'une extrême gravité, en particulier pour les armes qui sont susceptibles de défendre la population ukrainienne. Donc il faut renforcer le soutien à l'Ukraine. Les systèmes patriotes, les batteries antimissiles sont autant de moyens indispensables. Et c'est en cela
que la responsabilité des Européens qui accompagnaient l'aide américaine est aujourd'hui une responsabilité de première ligne. On a dit tout et n'importe quoi sur les livraisons d'armes. Il faut savoir que c'est l'Europe qui livre la plus grande quantité d'armes. Néanmoins, les États-Unis disposent d'armements particulièrement efficaces. J'ai cité les batteries Patriot. Donc, il faut convaincre Donald Trump de mesurer sa responsabilité. On voit bien qu'il est pressé d'en finir. Il veut un succès. Il n'en a pas eu beaucoup. Il a obtenu un certain nombre d'actions dans les dernières semaines, et en particulier... Mais là-dessus, aucun succès, contrairement aux promesses qui ont été effectuées. Alors, on en vient maintenant à vous, Monsieur de Villepin, à vos ambitions et à vos solutions qui sont proposées pour le pays dans cet ouvrage que nous allons voir sur cet écran, qui s'appelle « Le pouvoir de dire non » aux éditions Flammarion. Donc, c'est un livre dont on parle beaucoup parce qu'on y devine, entre les lignes, vos ambitions présidentielles. On sent qu'il y a une envie. Et j'ai envie de vous demander ce matin, pourquoi vous ne dites pas explicitement les choses, vous qui, je vous cite, voulez déchirer les voiles d'illusion qui recouvrent les réalités, pourquoi vous ne dévoilez pas celle-ci de réalité, c'est-à-dire que vous serez sans doute candidat? Parce que l'enjeu pour la France ne se résume pas au choix d'une femme et d'un homme. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la compétition présidentielle. Les Français ont d'autres soucis. Et vous y songez. Et donc le moment viendra. Ce qui est important, c'est de revenir à la vérité de ce qu'est notre pays. Et en particulier de défendre la souveraineté française. On le voit en matière diplomatique, mais on le voit aussi tous les jours en matière économique, avec l'hémorragie industrielle que connaît notre pays. On le voit en matière technologique, où nous n'avons pas les moyens de lutter à armes égales avec la Chine et les États-Unis. Donc il y a la nécessité aujourd'hui de se doter des moyens de faire face à une situation internationale, qui est une situation unique, puisque nous vivons toutes les transitions en même temps, la transition géopolitique, la transition énergétique, la transition écologique, la transition technologique. Donc il faut se mobiliser et il faut surtout mesurer la nécessité d'être fidèle à ce que nous sommes. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans la période actuelle, c'est de voir combien nous renions notre identité française. Des principes aussi simples que celui de justice sociale sont passés à la trappe. Il y a une sorte de sauve-qui-peut de chacun pour soi. Pardon, je fais une parenthèse. Qui me paraît très dommageable. Vous auriez voté, si vous étiez député, la motion de censure contre François Bayrou? Je crois que le principe de responsabilité aujourd'hui veut de ne pas changer de gouvernement tous les 15 jours. La France souffre de cette instabilité politique. Elle souffre de ce manque de prévisibilité politique. Donc vous n'auriez pas voté. Et c'est pour cela que le pays est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt économiquement, les salaires sont à l'arrêt. Et c'est cet espoir, cette perspective qu'il faut redonner à notre pays. Alors cet espoir, pour l'incarner, pour que le pays ne soit plus à l'arrêt, est-ce que vous voyez une autre personnalité que vous-même pour l'incarner en 2027? Je vous pose la question différemment. Ce sera tout le jeu de la campagne qui viendra. Mais vous ne niez pas vos ambitions présidentielles. Par exemple, vous avez dit que les présidents... C'est pour cela que je m'organise. J'ai créé un mouvement qui s'appelle la France humaniste et qui marque clairement de quel côté je me situe. Dans une tradition française d'exigence, de défense des principes. Donc oui, j'entends bien participer à cette élection, clarifier le jeu. Et à la place qui sera la mienne, je n'ai pas d'ambition personnelle, chacun l'a compris. Vous avez dit quand même lors d'une interview que les présidents, celui-ci et ses deux prédécesseurs, n'étaient pas prêts pour cette fonction parce qu'ils n'avaient pas finalement attendu toute leur vie cette fonction. Je vous cite. On mesure Nicolas Sarkozy avait 52 ans, François Hollande 57 ans et Emmanuel Macron 39 ans. Mais même Jacques Chirac avait 62 ans. Mais ce n'est pas tellement une question d'âge. C'est une question d'expérience. Je dis simplement que pour arriver dans cette fonction qui comporte d'énormes responsabilités nationales, internationales, l'expérience est une nécessité absolue. Comme la vôtre. On ne peut pas faire de la présidence de la République un stage accéléré à la formation au métier de président. Il y a une nécessité d'un parcours et les Français ont pu mesurer depuis 15 ans à quel point notre pays n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'ils auraient espéré. Alors, donc redonner une perspective à la France, redonner sa place à la France, redonner une fierté et puis surtout redonner une humanité à notre pays. C'est ce qui nous manque le plus. Monsieur de Villepin. Quand nous serons dans la phase de l'élection présidentielle, une fois de plus, les Français au quotidien ont d'autres soucis. On le voit avec la canicule, on le voit avec les problèmes d'emploi, on le voit avec les problèmes budgétaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, peut-être futur candidat à l'élection présidentielle, on verra bien.